Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, Julien. Alors entre TF1 qui diffusait une rencontre de l'Euro et les débuts dans la compétition du Portugal face à la République tchèque, France 2 qui diffusait une pièce de théâtre de Bouvard, Le Duplex avec Francis Perrin et Pascal Légitimus, et France 3 qui proposait un épisode du Doc et le Veto, le match paraissait bien déséquilibré effectivement. Ouais. TF1 survolait les débats, 4 600 000 téléspectateurs, 24% du public, 2,5 millions pour Michel Simès sur France 3, et France 2 s'est plutôt bien défendu avec cette pièce de théâtre, 2 100 000 téléspectateurs. Petit flop pour la soirée d'M6 qui proposait une zone interdite sur les mariages insolites, 1 million de téléspectateurs seulement, et puis un documentaire inédit sur l'équipe de France de foot en deuxième partie de soirée, 343 000 téléspectateurs seulement. Il faut dire qu'au même moment sur TF1, il y avait la finale de Secret Story qui elle a attiré 500 000 téléspectateurs en moyenne, ce qui est pas mal parce que ça a commencé très très tard. Europe 1, le journal des médias. Et puis donc, cette 12e saison de Secret Story s'est achevée dans la nuit. Oui, et comme pour le lancement il y a 2 mois, il fallait se coucher tard, très tard, pour suivre l'émission finale de cette 12e saison. Il était 1h38 du matin quand a été dévoilé le nom du gagnant. À ce moment-là, d'après les courbes de médiamétrie, il n'y avait que 250 000 téléspectateurs devant leur écran. Celle ou celui qui remporte Secret Story cette année, c'est Alexis. Alexis. Incroyable. Avec une ambiance digne de l'Euro de football, Alexis a donc remporté Secret Story. Bon, son secret est terrible. Hein. J'ai été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Oh, super. Ah oui, voilà. C'était dur à trouver. Bravo pour l'ambiance. Vous savez que Secret Story faisait son retour après 7 ans d'absence. À 1h41 du matin, j'ai écouté attentivement le speech final de l'animateur Christophe Beaugrand pour voir s'il donnait rendez-vous l'année prochaine pour une 13e saison. Écoutez. C'était extraordinaire, c'était Secret Story 2024 et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Comme dirait l'autre, c'est tout pour le moment. Ciao. Bon, pas vraiment d'indice, mais d'après le journal Le Parisien, une 13e saison serait dans les tuyaux. Le producteur de l'émission pour Endemol France, Jean-Louis Blot, est plutôt satisfait des audiences. Bon, on a parlé des audiences d'hier soir. La quotidienne, elle, pendant 2 mois, a réuni environ 1 million de fidèles tous les soirs sur TF1 à 17h30. Près de 12% du public. À ce chiffre, il faut ajouter en plus la rediffusion sur TFX à 20h, soit environ 150 000, 200 000 personnes, ainsi que la consommation sur TF1+, sur la plateforme de TF1. Secret Story a été le programme le plus consommé ces dernières semaines. Ça compte beaucoup avec maintenant. Plus de 13 millions d'heures regardées en streaming. Bon, Secret Story est fini, mais pour Christophe Beaugrand, ce n'est pas encore l'heure des vacances. Il animera Ninja Warrior sur TF1 le 12 juillet et on le retrouvera dans le cœur de l'été à la présentation de Bonjour la matinale TF1 à la place de Bruce Toussaint. Et vous parliez de Ninja Warrior qui va revenir sur TF1. C'est le cas aussi de Camping Paradis dans un autre style. Oui, Laurent Ornac et tout le personnel du Camping Paradis vont revenir avec un épisode inédit le lundi 8 juillet. Le chanteur Kinvey figure parmi les invités de cet épisode intitulé Une régate au paradis. Il jouera son propre rôle. Bon, lors des dernières diffusions de Camping Paradis, TF1 avait fait des jolis scores d'audience, entre 4 et 6 millions. Et puis nous sommes à 5 semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et nous n'avons toujours pas de réponse à cette question. Céline Dion sera-t-elle présente ? Lors de la projection new-yorkaise du documentaire Je suis Céline Dion, qui sera disponible sur Prime Video à partir de la semaine prochaine, la question a été posée à la chanteuse elle-même. Celle-ci a botté en touche en se contentant de dire que Paris est un rêve. Le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, va plus loin que le Canard enchaîné. Cependant, le Canard qui avait colporté cette rumeur le 5 juin concernant la présence de Céline Dion le 26 juillet. Ce matin, on peut lire dans le quotidien que Céline Dion, qui souffre d'une maladie auto-immune affectant ses tendons et ses muscles, pourrait interpréter l'hymne à l'amour. C'était Aya Nakamura qui avait été pressentie pour chanter cette chanson, mais elle devrait chanter La vie en rose. Aya Nakamura, toujours selon le Parisien. Il y a une demande officielle d'utilisation de la chanson d'Edith Piaf qui a été faite par le comité d'organisation olympique. Comme par hasard. Les ayants droit d'Edith Piaf auraient donné leur accord. Est-ce que ça signifie que c'est en bonne voie ? On se souvient avoir entendu Céline Dion dire dimanche dernier lors du JT d'Anne-Claire Coudray sur TF1 qu'elle rêvait de revenir sur scène. Ce serait l'occasion. Quand on dit Paris est un rêve et que les JO sont dans quelques semaines. Non, je sais pas, qu'en pense le public par applaudissement ? Est-ce que vous pensez que Céline Dion va chanter à Paris ? Ouais. En tout cas, ils ont l'air d'en avoir envie. Ouais. Tout le monde y croit. Ce serait formidable. Bon, on croise les doigts évidemment pour que Céline débarque à Paris bientôt. Et puis l'Arcom a présenté hier son livre blanc de la radio, un document qui a pour but de construire la radio de demain. Oui, la radio reste le média préféré des Français, 40 millions d'auditeurs quotidiens, mais la radio est à un moment crucial de son histoire. Elle va devoir s'adapter aux évolutions technologiques et se réinventer. C'est la raison pour laquelle l'Arcom a voulu ce livre blanc de la radio qui a été présenté
présenté hier. Au cœur de ce document, il y a notamment le passage de la radio FM à la radio numérique terrestre. Le DAB+, le livre blanc préconise de basculer au tout numérique d'ici 2030. C'est-à-dire que d'ici la fin de la décennie, les postes de radio à antenne ne seront plus utiles et la bande FM n'existera plus. Olivier Gaucho, auteur de ce livre blanc, en dit plus pour Culture Média. Il faut qu'il y ait toute une campagne de promotion pour que les Français s'emparent de cette nouvelle technologie, apprennent à la connaître et s'équipent donc en conséquence. C'est une ergonomie nouvelle où on n'a plus besoin, quand on écoute la radio de manière hertzienne avec un poste et une antenne de radio, d'aller chercher quelle est la bonne fréquence pour écouter la radio qu'on a envie d'écouter. On cherche sur un petit écran alphanumérique le nom de la radio qu'on a envie d'écouter, on clique dessus et la radio va se connecter automatiquement. On a quand même un son d'une qualité numérique équivalente à celle d'un CD. Voilà, il n'y aura plus de bande FM peut-être d'ici 2030, d'ici la fin de la décennie. C'est un enjeu, ça aussi, Jean-Pierre Gagic, pour les constructeurs automobiles, la radio, le DAB+, qui débarque petit à petit dans les véhicules. Oui, c'est un enjeu, c'est toute cette nouvelle vague technologique qui va de toute façon avec cette électrification des voitures. On le voit, il y a une multiplication des écrans dans les voitures et des nouvelles technologies avec toutes ces voitures autonomes, tout. Les voitures vont être vraiment de plus en plus des objets de technologie. Ouais. Ça, c'est peut-être un problème d'ailleurs d'avenir pour la radio. Si les voitures deviennent vraiment autonomes, je pense qu'il y a des chances qu'on regarde peut-être plus Netflix ou Prime Video, par exemple, plutôt qu'écouter la radio. Donc c'est vrai. Oui, mais regardez, vous avez des caméras partout maintenant. Il y a des caméras partout, effectivement. Adapté, vous pouvez nous regarder sur europe1.fr. Problème de physique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça la difficulté, bien sûr. Il va falloir s'adapter là aussi et peut-être passer au maquillage. Et pour finir, nous rendons hommage ce matin à la grande actrice Anouk Aimée qui nous a quittés hier matin et elle fait évidemment la une ce matin de très nombreux journaux. Anouk, tant aimée, peut-on lire en une du Parisien aujourd'hui en France. Shabada Badieu, pas facile à dire, titre de son côté Libération. Anouk Aimée, c'est 70 ans de carrière, des immenses chefs-d'œuvre dans sa filmographie avec Federico Fellini dans la Dolce Vita et 8,5 notamment. Elle aura croisé tous les plus grands artistes de son temps, de Jean Genet à Jean Cocteau en passant par Jacques Prévert. C'est lui qui lui avait conseillé de prendre le pseudo Aimée à la fin des années 40. Pour les cinéphiles, elle restera Lola, cette inoubliable et mélancolique entraîneuse d'un cabaret nantais dans le film du même nom de Jacques Demy. Et pour le grand public, Anouk Aimée est aussi, bien sûr, pour l'éternité, la femme d'un homme et une femme de Claude Lelouch, où elle tombe amoureuse et réciproquement de Jean-Louis Trintignant. Une musique qui a fait le tour du monde. Un film où la voiture, d'ailleurs, Jean-Pierre Gagic a un rôle important, on va y revenir. Musique signée Francis Lay, Pierre Barou. Pierre Barou qu'Anouk Aimée rencontre d'ailleurs sur le tournage d'un homme et une femme en 1966. Quand le film est présenté au Festival de Cannes quelques mois plus tard, Anouk et Pierre viennent tout juste de se marier. 20 mai 1966, le film obtient la Palme d'Or et le jeune couple réagit au micro d'Europe 1. Oui, c'est fantastique, vous vous rendez compte, j'avais pas tourné en France depuis si longtemps, je me fais un film et on a la chance d'avoir ça, c'est formidable. Vous ne pensez pas que ce prix apporté à votre film est un peu un cadeau de noces? Oui, puisque d'une certaine façon, puisqu'aujourd'hui même, ça fait un mois qu'on est mariés, on a le prix. Tout est vraiment une histoire d'amour, c'est merveilleux, tous nos rapports, c'est fantastique. Anouk Aimée, interrogée par François Jouffa pour Europe 1 en mai 1966. Un homme, une femme et une Ford Mustang sur la plage de Deauville, bien sûr. C'était une Ford Mustang mythique. Oui, c'était une Ford Mustang. Il y avait aussi une Ford GT40 dans la séquence tournée à Montlhéry avec Trintignant, qui était d'ailleurs un des premiers placements produits de Ford dans les films. Ford qui avait réalisé avec la Mustang le premier placement produit dans l'histoire du cinéma de la Mustang avant même un film américain. C'était dans Le Gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès. Moi, je me dis que vous devez regarder les films très différemment de nous, Jean-Pierre Gagic. Il y a une relecture du cinéma là. Mais c'est très intéressant de voir la présence des voitures en général dans les films et dans les séries télé, parce qu'on se rappelle tous de la DeLorean de Retour vers le futur, évidemment. Des DS dans les films de Louis de Funès. Dans quasiment tous les films, on a des références comme ça à des voitures. Et c'est ça qui est beau avec la voiture, c'est qu'elle fait vraiment partie de l'inconscient collectif. On a tous un souvenir avec une voiture, de toute façon. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.